Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Vous aurez dans cette émission notamment un débat avec Alain Vidalys du Parti Socialiste, spécialiste de l'emploi au PS. Et donc c'est votre secteur, l'emploi, le travail, la santé. On va parler tout de suite de politique et dire que cette émission, on l'a intitulée Xavier Bertrand, l'ouvrier de l'Élysée, tout simplement parce que vous souhaitez que Nicolas Sarkozy soit élu président de la République et que, de par vos fonctions, et puis aussi sans doute, je pense, par tropisme personnel, vous souhaitez lui faire traiter des sujets qui sont ceux qui intéressent le plus les Français, notamment l'emploi. Je veux vous faire écouter une déclaration que vous faisiez, ça va vous rappeler un certain souvenir. Là, il y a un moment de fête avec ceux qui ont participé à la campagne, mais on a bien conscience qu'il ne s'agit pas de poser son sac, il s'agit avant tout de continuer dès demain. Il y a la campagne législative, il y a se mettre au travail. Les Français veulent le changement et message complètement reçu. Alors c'était au soir du 6 mai 2007, c'était pas au Fouquet, ça. Vous étiez avec les militants de l'UMP, vous fêtiez la victoire. Quelle dégringolade depuis ? Une crise sans précédent qui rend les choses plus compliquées notamment, et puis les Français qui ont vraiment envie de résultats, qui veulent, quand ils ont des problèmes, qu'on apporte des solutions, et quand ils se posent des questions sur l'avenir, qui veulent qu'on leur propose une vision. C'est le cas dans tous les pays aujourd'hui, en Europe et dans le monde. Alors on voit Nicolas Sarkozy très bas dans les sondages, François Fillon est même largement au-dessus. Vous doutez de sa loyauté ? Absolument pas. Vous pas ? Absolument pas. Et il n'y a pas lieu d'en douter. Pas lieu d'en douter. Vous êtes sûr de ça ? Je connais très bien les deux. Je connais très bien les deux, je vous dis, il n'y a pas lieu d'en douter. Quand vous dites les deux, c'est... Le président de la République et le Premier ministre. Parce que quand même, il y a des frictions de temps en temps entre eux. On a écrit beaucoup de choses, mais ceux qui connaissent réellement la réalité de leurs relations sont très peu nombreux. Et je pense que les deux se connaissent bien depuis longtemps. Avant même l'élection de 2007, ils étaient déjà en phase, parce que tout le monde avait dit ça sera François Fillon qui sera normalement le Premier ministre. Ça a été le cas. Et tous ceux qui ont spéculé sur la détérioration des relations entre les deux se sont toujours trompés. Vous voyez, en politique comme pour le reste, l'heure n'est plus vraiment aux spéculateurs. Alors Nicolas Sarkozy veut que la France tienne son rang en politique internationale et voilà que la France est quand même engagée sur plusieurs fronts militaires. Et le consensus en France semble commencer à s'effriter. Benoît Hamon disait aujourd'hui, il ne faudrait quand même pas que les militaires français en Côte d'Ivoire interviennent pour faire sortir Laurent Gbagbo. Ce n'est pas à eux de le faire. Enfin, je pense que le fait que nous soyons engagés de cette façon, ce n'est pas le fait du hasard. Il faut bien voir que pour la Libye, déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU, et en Côte d'Ivoire, c'est aussi à la demande de l'ONU. Donc on ne fait pas les choses n'importe comment. Et je trouve que la façon dont on est engagé, je vois en plus l'action qui est menée par le président de la République, le Premier ministre et Alain Juppé, avec Gérard Longuet, je trouve que c'est à l'honneur de la France. Et si on pouvait éviter de faire revenir subrepticement un peu de polémique politicienne, comme parfois certains savent le faire, on s'en porterait que mieux. Parce que je pense qu'il y a aussi l'image de la France qui est clairement restaurée avec notre action. Mais on voit que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Libye, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de résultat. Et Laurent Fabius n'a peut-être pas tort de souligner qu'il y a un risque d'enlisement. C'est jamais simple des interventions comme celle-ci, parce que nous avons aussi nos soldats qui sont engagés, qui risquent leur vie pour protéger d'autres vie, c'est jamais simple, on le sait bien. Mais seulement, je crois que ce consensus, qui est très souvent naturel, il a aussi son importance parce qu'il joue aussi sur la confiance de nos concitoyens, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans cette émission, tout au long de cette émission. Je pense qu'on a besoin de davantage de confiance dans notre pays, vis-à-vis des responsables. Il y aura ensuite un grand moment citoyen qui sera l'élection présidentielle, mais il faut davantage de confiance. C'est à nous aussi de la susciter, mais il ne faut pas en permanence que les uns les autres, par les petites phrases, les petits propos, les polémiques, cassent ou cachent l'essentiel. Alors, à propos de phrases, cette semaine a été marquée par une phrase de Claude Guéant dans le Figaro Magazine. J'ai demandé à ce que l'on réduise le nombre de personnes admises au titre de l'immigration du travail. Vous êtes ministre du Travail, vous êtes d'accord avec lui ? Je pense qu'on peut réduire l'immigration liée au travail. Je pense qu'on peut le faire. Christine Lagarde a dit le contraire. Hein. Mais vous me posez la question à moi. Je pense qu'on peut le faire. Parce qu'il y avait une étude qui est sortie cette semaine qui est très intéressante, qui montrait qu'il va y avoir davantage d'embauches cette année dans notre pays, mais que pour un tiers de celles-ci, il allait être très difficile de recruter, alors même que vous avez 2 700 000 personnes qui sont sans emploi. Et mon objectif prioritaire, c'est de faire en sorte que nous puissions former
plus rapidement, plus efficacement, que nous puissions rapprocher plus rapidement, plus efficacement les demandeurs d'emploi. Et je le dis aussi, sur toutes ces questions, faire venir des personnes de l'extérieur pour occuper des postes, soit, c'est ce qu'on a fait depuis bien longtemps, mais je pense qu'on peut réduire ce nombre parce que la priorité, c'est de former nos demandeurs d'emploi et de les ramener vers l'emploi. Oui, alors justement, là, je comprends bien ce que vous dites, mais il y en a qui vont dire, ça y est, Xavier Bertrand est en train d'expliquer que les immigrés prennent l'emploi des Français. Mais le problème n'est pas là. Il faut bien d'ailleurs faire attention et évitons toutes les confusions sur ces sujets. Il y a deux questions qui sont posées. Ce que dit Claude Guéant, il y a l'immigration illégale et il faut lutter avec acharnement contre elle. Non, mais il faut aussi dire pourquoi. Parce que notre système de protection sociale n'est pas en mesure d'accueillir des personnes qui viendraient illégalement sur notre territoire. Après, elles ont des droits quand elles sont sur notre territoire, même si on a fait en sorte, nous, qu'il y ait aussi des obligations renforcées, je pense à l'aide médicale d'État, mais seulement si vous laissez venir des personnes en nombre important, comment vous faites alors que nous devons déjà maîtriser l'ensemble de nos déficits ? Maintenant, d'un autre côté, vous me parlez de la question de l'immigration du travail. Aujourd'hui, de la réduire, je pense que c'est tout à fait possible parce que ma nécessité première, c'est celle-ci, de donner davantage d'emplois et de travail à ceux qui sont sans emploi aujourd'hui. Mais ceux qui sont sans emploi aujourd'hui, j'ai entendu le président de la République cette semaine dire mais il va falloir vérifier un peu ce qui se passe parce que tout de même, il n'est pas normal que des chômeurs touchent des allocations et refusent de prendre... Alors, est-ce qu'on va les obliger ? Alors déjà, il y a aussi plusieurs choses pour être très précis sur cette question. La fraude sociale dans notre pays est une véritable plaie. Et ceux qui fraudent sont des voleurs. Il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes aujourd'hui dans des systèmes de protection sociale où à chaque fois que nous mettons 1 euro, il faut être sûr que cet euro serve bien à ce à quoi il est destiné. Mais ça veut dire aussi s'attaquer à tous les types de fraude. L'employeur qui ferait tourner son entreprise uniquement avec du travail illégal, celui-ci, il faut aller jusqu'à la fermeture administrative de son entreprise. C'est ce que la loi va permettre. Mais aussi celui qui, parce qu'il ferait une fausse déclaration, toucherait des revenus de l'assistanat supérieurs à ceux à quoi il a droit, mais si on laisse faire, il ne risque pas de reprendre un emploi. Et donc, il faut davantage de contrôle. Vous dites que la fraude est une véritable plaie. D'où ça vient cette mentalité de fraudeur ? Je ne crois pas qu'il y ait une sorte de tolérance par rapport au système D. C'est tout simplement parce que nos systèmes sont tellement complexes, il y a tellement d'acteurs, qu'en fin de compte, on n'a jamais pensé que c'était un véritable sujet, on ne s'est pas donné les moyens de le faire. J'ai la chance, à la tête du ministère où je suis, d'avoir à la fois le travail, la lutte contre le travail illégal, le travail clandestin, l'emploi, la question justement de contrôle renforcé dans ce domaine, et aussi la santé, c'est la question notamment des arrêts de travail. Je me souviens, quand j'étais jeune secrétaire d'État à l'époque, j'avais décidé de m'attaquer aux arrêts de travail frauduleux, les arrêts de travail de longue durée. On m'avait dit surtout, va pas t'attaquer à ça, il n'y a que des coups à prendre, il n'y a aucune économie à réaliser. Sur ceux qui ont été contrôlés à l'époque, 1 sur 6 des arrêts de travail de longue durée étaient frauduleux. Et ce qu'il faut aujourd'hui, et je vous le dis Olivier Mazerolle, c'est il y a une volonté politique, il y a des moyens informatiques parce qu'il va y avoir maintenant un fichier qui va recenser toutes les aides qui sont touchées par les uns et par les autres, et on va voir par exemple s'il y en a qui ne sont pas incompatibles entre elles. Si vous avez par exemple le minimum vieillesse, vous ne pouvez pas toucher le RSA en même temps. Vous voulez dire par là que les fraudeurs fraudent sans le savoir ou sans le vouloir vraiment c'est pas ce que je vous ai dit. C'est qu'il y en a qui savent pertinemment ce qu'ils font. Mais seulement aujourd'hui, c'est un travail de titan pour les contrôleurs sur le terrain pour pouvoir obtenir les informations. Et ce qu'il faut adresser comme message, c'est qu'à celui qui fraude, non seulement il ne pourra pas continuer en toute impunité, deuxièmement, qu'il faudra qu'il rembourse les sommes, mais troisièmement, il faudra qu'il paye plus que les sommes qu'il a indûment versées. Et quand vous dites... Et c'est juste une question de justice sociale, et je le rappelle avec une obligation, s'en prendre à ceux qui ont un poste important, comme à celui qui, au quotidien, les détourne de quelques centaines d'euros. Quand vous dites que c'est une véritable plaie, selon vous, ça coûte combien à l'État ? Des milliards d'euros à mes yeux. Des milliards d'euros à mes yeux. Mais et ce qui menace notre système de protection sociale... ou c'est 10 ? Il n'y a pas de chiffrage précis, parce qu'autrement, si vous aviez un chiffrage précis, vous sauriez exactement qui fraude, et il serait beaucoup plus facile d'obtenir les résultats. Certains nous disent que c'est 5 milliards d'euros, 10 milliards d'euros, toutes les fraudes confondues, parce que j'oublie pas ce sur quoi est engagé François Baroin, notamment la lutte contre la fraude fiscale, ce qu'Éric Woerth avait courageusement lancé, mais l'ensemble des fraudes au total, c'est bien plus que 5 milliards d'euros. À propos de chômage, il y a des chômeurs, des vrais chômeurs, qui sont en fin de droit et qui redoutent, du fait d'un certain nombre de dispositions qui ont été prises par le gouvernement, de ne plus toucher d'indemnité. Lesquelles mesures ? Quelles mesures le gouvernement aurait pu prendre ? Il y a eu des annonces d'arrêt d'un certain nombre de mesures. Non, pas du tout. Au contraire.
Au contraire. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des questions qui ont été posées sur notamment le fameux plan rebond pour l'emploi. On a entendu tout et n'importe quoi. On avait dit que ce plan rebond qui concernait les chômeurs en fin de droit avait profité à 20 000 demandeurs d'emploi seulement sur les quelques centaines de milliers qui étaient concernés. Ces chiffres sont faux. Demain, les partenaires sociaux qui siègent au sein de Pôle emploi auront la réalité des chiffres. Je ne les donnerai pas par respect par les partenaires sociaux, mais c'est beaucoup plus que les 20 000 qui ont été évoqués, entre les chômeurs en fin de droit qui ont été formés comme c'était prévu et ceux qui ont obtenu un contrat aidé comme c'était prévu. Et donc ce plan rebond a bien mieux fonctionné que ce qui avait été dit pendant quelques semaines. Beaucoup plus que 20 000, c'est 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, je connais ces chiffres, mais je pense que c'est demain aux partenaires sociaux de le découvrir lors du conseil d'administration de Pôle emploi. Et pour le reste, ce que je veux vous dire aussi, c'est que j'ai bien 2 priorités en matière de lutte contre le chômage, pour faire reculer le chômage. J'ai à la fois l'emploi des jeunes comme première priorité, et même si les choses s'améliorent pas assez vite à mon goût, et j'ai aussi les chômeurs de longue durée, parce qu'il ne s'agit pas de les laisser basculer dans l'exclusion. Vous aurez l'occasion de parler de l'emploi plus tard également dans cette émission. La semaine a été marquée aussi par une annonce de Jean-Louis Borloo qui dit « Je vais quitter l'UMP et j'emmène avec moi pas mal de monde », dont d'ailleurs Amayad qui était cette semaine au micro de Jean-Jacques Bourdin. L'UMP auparavant était une machine électorale qui savait gagner, qui savait aussi rassembler l'ensemble des sensibilités. On est arrivé à un moment où des sensibilités importantes de l'UMP ne se sont plus senties chez elle, si je puis dire. Voilà, ces sensibilités, c'est comme le dit Jean-Louis Borloo, l'aile sociale, sensibilité sociale, sensibilité humaniste, qui ne veut plus entendre parler de ces débats permanents sur l'islam, l'immigration, etc. Je ne vois pas ce qui me différencie sur le fond de Jean-Louis Borloo. On dit que je suis un humaniste, on dit que j'incarne aussi une aile sociale, je suis gaulliste social, c'est mon ancrage politique. J'occupe le même ministère que lui, avec la même priorité d'action. Je suis élu d'une ville qui ressemble beaucoup à Valenciennes. Je suis élu de Saint-Quentin, on a connu la même détresse industrielle. Ce sont des villes très populaires. Et pourtant, je suis dans cette majorité, je suis au sein de l'UMP. Et d'ailleurs, nous étions, Jean-Louis Borloo et moi, dans le même gouvernement à différentes époques. Sauf que moi je fais le choix permanent de l'unité. Parce que je pense que c'est, aujourd'hui, si vous voulez mener votre action efficacement, ce que nous demandent les Français, il faut l'unité dans l'action. Il faut l'unité. Et qu'on est en plus une famille politique, mais alors qui a donné plus que les autres aux divisions par le passé, et qu'on n'a pas envie de revoir ça. Mais Jean-Louis Borloo dit on n'est plus entendu. Alors d'ailleurs, il met en cause un peu votre successeur, Jean-François Copé. Ça doit vous faire plaisir par parenthèse, non, mais enfin bon. Je rentre pas dans toutes ces questions parce que je vais vous dire une chose. Les polémiques et les divisions, elles éloignent nos électeurs. Il ne faut pas se tromper. Mais c'est une bonne idée de faire le débat sur l'islam, de pointer du doigt comme ça les musulmans. Je crois que les questions de laïcité sont importantes. Et puis bon, il y a aussi... On a un tourbillon médiatique qui laisse croire que pendant quelques semaines, on a pensé, on a parlé et on aurait préparé que ces questions de laïcité. Ça n'est pas vrai. Ça m'a pas empêché de travailler avec Nadine Morano sur les textes sur l'apprentissage. Bien sûr qu'on est au travail, mais seulement n'oublions pas qu'il y a aussi un tourbillon médiatique qui donne le sentiment qu'on ne ferait que ça. Ça n'est pas ça la réalité. Maintenant, ce qui est vrai, j'aurais préféré que Jean-Louis Borloo reste au sein de l'UMP. Moi, il était à mes côtés en tant que vice-président de l'UMP. Tout un conseil national sur les questions d'environnement, il l'avait animé. Maintenant, une chose est certaine, ça n'est pas devenu un adversaire, et je ne me tromperai pas d'adversaire. Vous redoutez que sa candidature éventuelle précipite la défaite de Nicolas Sarkozy ? Déjà, je ne sais pas s'il présentera sa candidature, mais une chose est certaine, c'est que plus il y aura de candidatures pour la droite et pour le centre, plus il y aurait de risques d'échec. Et je pense que l'esprit de responsabilité devra l'emporter le moment venu. Il y a un candidat naturel, pour moi, qui est le président de la République. Mais je vais vous dire aussi une chose. Vous m'en parlez, Jean-Louis Borloo a répondu à des questions cette semaine. L'élection présidentielle, elle est encore loin dans la tête des Français. Dans la tête des observateurs, des hommes politiques, c'est très proche. Pas dans la tête des Français. Et les Français attendent que pendant ces 13 mois qui nous séparent du premier tour, on bosse, on soit au travail et concentré sur notre tâche. Et que si on est unis en plus pour le faire, c'est mieux.
Alors, on entend dire aussi que pour marquer le virage social, montrer sa préoccupation sociale, envoyer ce signal, le président de la République pourrait finalement changer de Premier ministre et faire venir Jean-Louis Borloo. Tiens. Mais on entend ça, quoi. C'est tous les 15 jours en général. Bon. On nous dit ça. Non, mais attendez, on a entendu ça en novembre, on a entendu ça au moment des cantonales, avant les cantonales, on entend après. Non. Tout ça, je comprends que ça fasse de l'agitation. Certains adorent l'agitation, les Français préfèrent l'action. Très bien. Alors, on va passer à la deuxième séquence de cette émission avec le reportage.